Comment ils vont? Daniel Ricciardo est de retour. Coup de tonnerre sur la F1, vous ne rêvez pas, c'est bien réel. Le pilote australien remplace Nyck de Vries qui s'est finalement fait sortir sans vergogne et sera au volant de l'AlphaTauri dès le Grand Prix de Hongrie. Je sais, ça fait beaucoup. On pensait que la silly season serait éclatée cette année, bah ça commence bien. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on décrypte ce retour au premier plan de Daniel Ricciardo et on essaie de voir ce que ça veut dire pour son futur. Avec le volant de Sergio Pérez en ligne de mire, on va voir ça. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que tu le sais, ça m'aide beaucoup pour le référencement et la motivation. Je sais, la saison est un peu dure, c'est pas évident, mais on va le faire ensemble. Donc tu connais la musique, clique sur le bouton rouge, la clochette, lâche-moi ton meilleur pouce bleu et profite de la vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Daniel Ricciardo, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais commencer par Nyck de Vries. Attends, tu fais 6 mois en F1 après une entrée aussi fracassante? Faut comprendre. Alors pour rappel, à la base, Nyck c'est un pilote Mercedes. Il se fait remarquer en 2022 parce qu'il est le pilote de test de toutes les écuries motorisées par Merco. Il teste avec l'écurie mère, avec Aston Martin, avec Williams. Ça se passe toujours bien, mais ça reste toujours que des essais. Puis arrive Monza où il remplace Alex Albon au pied levé, pilote la voiture le samedi et le dimanche, et marque des points inespérés pour Williams. C'est là qu'il tape dans l'œil de tout le monde. Dans la sphère Mercedes, il n'y a pas de place, donc à la surprise générale, il devient un pilote Red Bull et signe chez AlphaTauri. On apprendra plus tard que c'est Helmut Marko qui aurait poussé pour le prendre, aux grandes dames de Horner qui n'étaient pas fans. Le problème c'est que pour Nyck, ça n'a jamais fonctionné en fait, et ce dans tous les domaines. D'abord, on le savait, il était un peu court physiquement. À Monza l'an dernier, déjà, il n'arrivait pas à s'extraire de sa voiture après le Grand Prix. Il était percute crampe, alors que Monza c'est un des circuits où il y a le moins de virages. Bon, tu prends beaucoup de G sur les freinages, mais c'est un peu limite pour un athlète de haut niveau. Ensuite, il a eu des soucis permanents avec cette voiture. Il manquait de confiance au freinage, il était juste techniquement. Bref, c'est devenu un boulet pour son équipe. Le truc c'est que De Vries, non seulement c'est pas un pilote Red Bull à la base, donc potentiellement on va moins lui en passer même si c'est pas vraiment le genre de la maison, mais en plus c'est un rookie pas comme les autres. C'est un mec qui a de l'expérience, un palmarès, du coup on attend de lui, et c'était le cas d'AlphaTauri. Et là c'est vrai qu'avec un début de saison où il se fait poutrer par un Yuki transformé, eh ben ça donne pas la meilleure image. Alors vous allez me dire mais c'est normal, c'est sa première année, il est face à un mec qui a 2 saisons dans les pattes. Et dans l'absolu je suis d'accord. Mais là il y avait trop d'erreurs, trop de galères. Et AlphaTauri n'a pas de temps à perdre avec un pilote qui n'est plus jeune à proprement parler, qui est en méforme, mais qui en plus ne fait pas partie de sa galaxie à la base. Donc comme à son habitude, le docteur Marko n'a pas perdu de temps. Après lui avoir donné plusieurs avertissements et notamment lui avoir demandé de performer sur les circuits qu'il connaissait, il lui a montré la porte d'une manière très Red Bullesque, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire même pas à la mi-saison. Alors c'est dur, hein, clairement. Il a probablement la voiture la plus lente entre les mains, c'est tendu au sein de l'équipe, c'est pas simple, mais c'est Red Bull. Perso, j'avoue m'être trompé sur lui aussi. Je pensais qu'il serait rapide. Je pensais qu'il aurait les dents qui rayeraient le parquet, qu'il y arriverait. J'avoue, erreur de jugement. Alors après, il n'y a que 10 courses, pas facile non plus de se faire une idée. Hein. Il est arrivé que d'autres pilotes se réveillent en fin de saison, mais bon, c'est comme ça. C'est un classique de Red Bull, il savait dans quoi il s'engageait, que voulez-vous y faire? Alors on va pas trop s'inquiéter pour Nyck, hein. Il paraît qu'il aurait déjà des pistes, notamment en Formula I, donc ça devrait aller pour lui. Vous pensez qu'il méritait de se faire sortir comme ça? C'est officiel, Daniel Ricciardo pilotera donc une AlphaTauri à partir du Grand Prix de Hongrie, dans une semaine donc. J'avoue, ça fait bizarre de dire ça, et ça doit l'être pour lui aussi. Au final, il n'aura pas été en dehors d'un baquet très longtemps. En tout cas, son pari de revenir en tant qu'influenceur chez Red Bull, il fonctionne. J'en connais pas beaucoup qui auraient parié sur lui. Alors d'abord, répondons à une question simple. Pourquoi lui? Alors à la base, on peut revenir sur la question de pourquoi lui en tant que pilote de réserve. Et je vais passer là-dessus rapidement. D'abord parce que c'est un pilote d'expérience. 12 saisons de F1 quand même. Un vainqueur de Grand Prix aussi, 8 victoires avec Red Bull et McLaren. Et puis c'est surtout à la base, un pilote Red Bull. En fait, quand vous regardez bien à l'époque, de le récupérer pour eux à ce moment-là, c'est un vrai hold-up. Si tu veux pas le faire conduire, c'est une arme incroyable de communication. Et si tu te rends compte qu'il est toujours bon, t'as potentiellement un as dans une de tes voitures. Ils en ont 4, je vous le rappelle. Du coup, pourquoi lui chez AlphaTauri? Eh bien pour ces mêmes raisons, plus quelques autres. Alors pour revenir sur l'expérience, vous voyez bien ce que font les deux vieux chez As. C'est bien mieux que deux jeunes. Techniquement, c'est solide et ça apporte. Ensuite, Ricciardo, en vrai, s'il retrouve sa confiance et que la voiture est ok avec son pilotage, notamment son freinage, tu peux avoir un mec très fort dans ton baquet. Alors si en plus tu peux mettre la pression à un Sergio Pérez en lui montrant que t'as une option viable pour le remplacer, là, t'as la totale. Donc ça, c'est pourquoi lui. Ensuite, on peut se poser la question de pourquoi il a dit oui. Parce qu'il aurait pu dire non. Je pense que la réponse à cette question est vraiment limpide en fait. Il y a plusieurs choses et il faut se mettre à sa place. Lui, il est là, confiance fracassée par ses années chez McLaren. Il sait qu'il a ce qu'il faut puisqu'il a déjà fait des trucs de ouf, mais il a perdu son mojo. Il travaille depuis son éviction, il est sur le simulateur, il s'entraîne, bref, il attend sa chance. En parallèle, il y a un siège qui se libère, un siège sur 20 dans le monde, bien sûr qu'il le prend. Donc il y a déjà le fait qu'il accède au pinacle du sport auto encore une fois, sachant que normalement tu sors et tu reviens plus. Et il n'y a pas que ça les gars. Encore une fois, imagine, si ça se passe bien pour lui et pas pour Sergio, il y a aussi la possibilité de prendre un siège dans la meilleure écurie du plateau. Là ce serait un retour magistral. Mais je vous parle de cette éventualité dans la dernière partie de cette vidéo. Enfin chez Red Bull, Daniel il est chez lui. Il se sent bien, il se sent à la maison. Donc clairement il n'y avait aucune chance qu'ils disent non. C'est une opportunité de fou et notre petit Daniel le sait très bien.
Vous vous demandez certainement, et à raison, qu'en est-il de son niveau? Parce que Daniel Ricciardo, ça a beau être un octuple vainqueur de Grand Prix et un pilote d'expérience, ça reste le mec sur lequel Lando Norris s'est essuyé les pieds pendant 2 ans. En 2022, Daniel, c'était une chaussette. Il était l'ombre de lui-même. Sa confiance était éclatée, il était en pleine descente aux enfers, et ça se ressentait dans ses résultats. Les gars, vous voulez avoir mal au bide, allez voir son bilan l'an dernier. C'est terrible. Et oui, parce qu'on le sait, cette McLaren, elle ne lui allait pas. Daniel, c'est un freineur fou, il a un besoin vital d'avoir confiance dans sa monture, et là, ça n'allait pas. Jamais il n'a su s'adapter à cette McLaren, et c'est en 2022 que c'était le plus flagrant. En 2021, je vous rappelle qu'il gagne un Grand Prix. Paradoxal que ce soit à Monza d'ailleurs, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Mais bon, du coup, vous avez clairement le droit de vous poser la question. Il y a un truc qui m'étonne un peu d'ailleurs, c'est qu'on avait entendu des rumeurs disant que Daniel dans le simulateur, c'était pas vraiment ça. Il se disait qu'il était à la rue, qu'il manquait de vitesse, tout ça. Des déclarations d'un certain Helmut Marko. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Eh bien, en fait, au fil du temps, le mec se serait aiguisé. C'est le simu qui lui aurait redonné la passion, et avant le test de Silverstone dont je vais vous parler très vite, Horner lui-même disait qu'il était très compétitif. Regardez ce que Max Verstappen en dit également. Il fait du très bon boulot dans le simulateur, mais ça ne m'étonne pas vraiment. Bien sûr qu'il a eu des saisons compliquées avec McLaren, mais on ne perd pas juste son talent. En plus de ça, il a beaucoup d'expérience. Il s'est donc buté au simulateur pour des résultats qui ont satisfait son équipe. Celle-là, tu vois, je l'avais pas vu passer. Bon, parlons peu, parlons bien. Ce test à Silverstone sur la voiture 2023 là, ça a donné quoi? Eh ben le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a bien fonctionné. Alors pour rappel, Red Bull participait à un test avec Pirelli et faisait rouler Daniel. Je vous en avais parlé dans la preview d'Autriche, ils voulaient l'évaluer en conditions réelles. Eh bien c'est fait, et on dirait qu'ils sont satisfaits. En fait, Daniel aurait tout simplement fait un temps valant la première ligne dimanche dernier sur le circuit anglais. Alors cette info est à prendre avec des pincettes, hein. Toujours. C'est un test pneumatique, donc à ce niveau-là c'est différent. Les conditions potentiellement aussi, la piste également. Il a aussi fait un tête à queue si vous voulez tout savoir. Mais ça reste un tour très rapide dans une voiture 2023 qu'il n'avait jamais touché avant, sur une session dans laquelle on ne recherche habituellement pas la performance. Bon, et puis quand tu vois que derrière il lui file un volant, tu comprends qu'ils sont contents. On parle de Red Bull les gars, hein. Helmut Marko c'est l'antithèse du Père Noël. Voilà pour son niveau. Alors ça c'est à l'instant T, rien ne dit qu'avec AlphaTauri ça fonctionnera. Mais bon, faut croire que chez les Bleus on est sûr qu'il peut piloter une Formule 1 sans problème. On va pas y aller par 4 chemins l'équipe. L'objectif de Daniel en revenant chez AlphaTauri, c'est de prendre le siège de Pérez chez Red Bull. Et c'est absolument logique. D'ailleurs je le répète, ça serait un immense hold-up si ça arrivait. Ça me régalerait perso. Honnêtement je kifferais de fou le voir aux côtés de Max, même si je suis sûr qu'il en ferait un barbecue. Bref, pour le moment je fantasme, il n'empêche que c'est l'objectif. Et d'ailleurs aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a moyen que ce soit l'objectif de tout le monde. Le sien bien sûr, et même celui de l'équipe. Alors je m'explique, parce que plusieurs choses me font dire ça. La première c'est qu'AlphaTauri est une équipe qui fait transiter les jeunes pilotes, et Red Bull, des jeunes pilotes ils en ont à foison en F2, mais pas que. Je pense à un en particulier qui s'appelle Liam Lawson, qui se bat pour le titre de Super Formula au Japon, catégorie très cotée dans le paddock d'ailleurs. S'il compte autant sur lui, et je peux vous garantir que c'est le cas, pourquoi ils l'ont pas mis dans la voiture? Il est bon, il est jeune, il patiente, il a donc le profil idéal. Pourquoi mettre Daniel Ricciardo, un ancien qui a fait son temps? Alors comme je l'ai dit, il peut aider l'équipe avec son expérience, ils auront un plus gros levier, mais vous pensez pas que Lawson qui a les faveurs de Marco de ouf, ils vont le mettre à un moment donné? En 2024 peut-être? Après son titre en Super Formula? Je spécule, mais ça ne manquerait pas de sens pour cette équipe. Alors ça pourrait aussi être Checo s'il se prend l'inverse d'une promotion, mais là pour le coup ça serait pas logique. Du coup en vrai j'y verrai Lawson. Mais revenons à Daniel. Si on regarde ce qui se dit de son activité chez AlphaTauri en 2023, on peut lire qu'il finira la saison chez eux. En gros on lui donne cette demi-saison pour l'évaluer. Mais l'évaluer pourquoi? Pour un siège chez AlphaTauri? Ou pour un siège chez Red Bull? Préparez-vous. Et oui, certaines sources disent que Red Bull lui aurait proposé de monter dans la voiture à la mi-saison, mais qu'il aurait décliné, préférant avoir une pré-saison complète avec l'équipe. Et donc pouvoir se préparer au mieux, quoi, avant une saison 2024. Il aurait ensuite réalisé qu'il serait mieux de rejoindre AlphaTauri à la mi-saison pour collaborer avec eux et Red Bull pendant plus longtemps, ce qui convient du coup parfaitement à tout le monde, puisque lui peut se tester et Red Bull peut l'évaluer sur cette deuxième partie de saison. S'il répond aux attentes et que Checo ne fait pas mieux, ils auront donc tout en main pour faire le changement. On y croit ou on n'y croit pas? Je vous dis ce que j'en pense tout de suite. Comme dit Max, je ne pense pas qu'on puisse perdre sa vitesse d'un coup. Pour moi, il avait perdu son mojo, sa confiance, c'est tout. Après, il me fera peut-être mentir chez AlphaTauri, hein, il se fera peut-être éclater par Yuki, mais bon, on n'en est pas encore là. Du coup, je pense que le plan peut fonctionner, mais qu'il part d'extrêmement loin. Daniel, il va être dans un mulet et contre un coéquipier qui est bien meilleur que les 2 dernières années. En plus de ça, il va être scruté, épié par Marco, qui va lui donner quelques courses pour s'adapter et qui en attendra énormément de lui. Donc ce retour, il devra le maximiser. Après, je pense qu'il sait ce que cette opportunité représente. S'il s'en sort bien, fait ce qu'on lui demande, performe, et que dans le même temps, Sergio continue de s'écrouler, je peux absolument voir Helmut Marko proposer à Daniel de piloter aux côtés de Max. Il est très apprécié chez Red Bull, il a toujours été bien avec eux, donc si l'occasion se présente, ne doutez pas d'eux, ça serait pas la première fois. L'an prochain, sur le papier, les paires vont se resserrer et ils auront besoin d'un pilote qui performe. La série de Checo en qualif, elle est en train de le plomber. Heureusement qu'ils n'ont pas de concurrence, hein. Bon, Max, il est champion constructeur aussi, mais si les autres sont meilleurs, c'est pas la même. Donc je pense que Red Bull pourrait prendre cette décision. Maintenant, si c'était le cas, peut-il être bon?
Les gars, un des problèmes de Sergio, c'est son style de pilotage qui est un peu lointain de celui de Max. Il souffre toujours de l'axe de développement de cette voiture et ça se ressent dans ses performances. Dois-je vous rappeler que Daniel a des affinités similaires à celles de Max à ce niveau-là? Et que c'est une des raisons pour lesquelles la Red Bull fonctionnait avec lui à l'époque où ils étaient coéquipiers? Donc pour moi, si on le retrouve à un niveau suffisant, ça peut marcher. Après, battre Max, là, jamais. Il est trop fort, trop expérimenté, trop solide. Là, j'arrête parce que vous savez de quoi je parle. Après, honnêtement, si la confiance revient et qu'il se sent bien dans cette voiture, je pense qu'il peut être plus proche que Sergio Pérez. Donc voilà les gars, je pense que derrière cette nouvelle, il y a un plan qui se cache et qu'on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Après, bien entendu, tout ça part de très loin. Vous en pensez quoi? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce retour. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!